Club, l'émission des supporters des Verts, en partenariat avec Active. Présenté par Paul. Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans le 212e numéro du Saint-Étienne Night Club. 4e victoire consécutive pour l'AS Saint-Étienne et un nouveau clean sheet. Il y a encore quelques semaines, on doutait de la capacité de cette équipe à enchaîner. Aujourd'hui, elle le fait. Et elle le fait bien avec un score net de 3-0. Les Verts prennent provisoirement la tête du championnat en attendant le résultat d'Amiens 3 qui se joue d'ailleurs actuellement dans la 18e minute de jeu et compte désormais 4 points d'avance sur Reims 3e. Ce match, c'est aussi des retours importants. Lucas Tassin a retrouvé le chemin des filets 5 mois après. Et pas juste un but, un doublé pour l'avancante de l'AS Saint-Étienne. Augustine Boisquier, lui, a retrouvé la passe décisive au moment parfait et même les passes décisives. Et derrière, Gauthier Larsonneur a répondu présent quand Pau a tenté de revenir. Saint-Étienne n'a pas seulement gagné, elle a su gérer ses temps faibles et frapper au bon moment. C'est exactement ce qu'on demande à une équipe qui veut monter. Et les principes de jeu demandés par Philippe Montagnier semblent se mettre progressivement en place. Tout n'est pas spectaculaire, mais c'est tout simplement efficace. Ce soir, on va revenir sur cette dynamique impressionnante, sur le réveil de certains cadres et sur cette première place qui commence peut-être à ne plus être un hasard. Et pour cela, j'ai une superbe équipe autour de moi avec Pierre. Bonsoir Pierre, comment vas-tu ? Salut Paul, salut Quentin, salut Tim. Eh ben écoute, ça va. Ça va, après un week-end de victoire et on se replace bien au classement, donc tout va bien. Ouais, c'est toujours sympa de débriefer une victoire et en plus une 4e victoire consécutive, qui l'aurait cru, hein, franchement, il y a quelques semaines on ne s'attendait pas à ça et ça fait plaisir. Et Timothée est avec nous, c'est un plaisir toujours de te recevoir Timothée, donc comment vas-tu aussi de ton côté ? Je pense que tu es heureux de revenir pour une victoire. Oui, ça fait plaisir, ça fait du bien. C'est vrai que c'est un moment que je n'étais pas venu vous voir parce que j'étais relativement pris à la Coupe d'Afrique des Nations et tout ça. Et les dernières fois que j'étais venu, on était sur des résultats un peu plus irréguliers. Donc ça fait plaisir. Et aussi pour vous suivre dans le chat, j'en profite pour tous vous saluer. Bonsoir à toutes et tous. C'est Quentin. Quentin, comment vas-tu de ton côté ? Bonsoir messieurs, bah écoute ça va bien, une victoire, ça fait toujours plaisir, il fait beau en France en ce moment, donc Ouais, c'est vrai. que demander de mieux, et on essaiera de vous tenir informé du résultat de l'Estac. Ouais, je crois qu'on a tous le match sous les yeux, bien évidemment, parce qu'on attend ce résultat. Je rappelle qu'on est provisoirement leader. Si 3 fait match nul, on reste leader. Il n'y a que si 3 s'impose face à Amiens qu'on perdrait cette place pour un seul petit point. Donc je vous propose quand même de revenir sur la victoire de ce week-end et le match contre Laval. Je lance le petit générique, on se retrouve dans quelques petites secondes. Saint-Étienne Night Club, le débrief. Bon, les gars, je vous affiche des statistiques de cette rencontre face à Pau. Timothée, je vais commencer par toi. Est-ce que tu peux décrire en un mot la prestation de l'AS Saint-Étienne face à Pau ? Moi, je l'ai trouvée bonne, mais je l'ai trouvée moins aboutie que peut-être les deux précédentes. En tout cas, il y a eu moins de certitude. On est quand même, je trouve quelque part, le score 3-0 est un petit peu flatteur parce que je trouve que, notamment en première période, on a été pas mal bousculé. Et puis, il faut pas oublier que juste avant le but du break de Saint-Étienne, il y a une énorme occasion. Et donc, en fait, ça se joue à pas grand-chose. Après, cette énorme occasion, elle est sortie par l'Arseneur et on se fait faire le break. Donc, c'est bien. C'est preuve que l'équipe est un peu plus mature, mais qu'elle a gagné en maturité, qu'elle a gagné peut-être un petit peu en sang-froid. Voilà, pour moi, c'est évidemment top qu'on ait pu enchaîner une 4e victoire. Ça a été, à mon goût, dans la douleur. Et si on avait gagné 1-0 ras les fesses, ça ne m'aurait pas surpris non plus. Voilà. Ouais, bah justement, on va y revenir en détail sur ce match. C'est vrai, on a gagné sur un gros score de 3-0. T'es du même avis, Pierre ? Comment tu l'as décrit, toi, cette victoire de ton côté ? Parce que c'est vrai que c'est le plus large succès sous l'ère Philippe Montagnier. Mais ce match, il aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre, notamment au moment où Gauthier Larsonneur a fait sa belle parade. Alors moi je le décrirais, si c'était en un mot, je choisirais le mot efficacité.
On a été efficace dans les deux surfaces. On n'a pas eu pléthore d'occasions, mais ça a été au fond. On a plutôt bien défendu, même si on concède 2 occasions à Pau et avec un gardien efficace. Donc oui, efficacité et le fait peut-être qu'on ait un peu subi et souffert, c'est aussi lié au scénario du match où on marque à la 2 ou 3e minute. Donc ça change totalement la physionomie. Peut-être que si on avait ouvert la marque un peu plus tard, on aurait été un petit peu plus dominant. Ouais, c'est vrai, exactement. J'en profite pour revenir sur un point, je me suis trompé. Merci à Pascal qui m'a corrigé sur Twitch. Oui, il y a 46 points pour Saint-Etienne actuellement et 46 points pour 3 en cas de match nul. Donc si jamais 3 venaient à s'imposer, ils auraient 2 points d'avance sur nous après cette 25e journée. Merci Pascal en tout cas pour la correction. Pour revenir sur cette rencontre, Timothée, qu'est-ce que tu retiens toi avant tout? Est-ce que c'est notamment le doublé de Stassin après une disette de 5 mois sans but? Tout simplement les 3 points, le clean sheet, Dufus qui parvient à marquer également en sortie de banc, la prestation d'Augustine Boisquier avec 2 passes décisives. Est-ce que c'est un mélange de tout que tu retiens ou c'est quelque chose en particulier? Non, j'ai fait une chronique sur Active Radio ce matin en parlant de Gauthier Larsonneur. Oui, tu as raison. Globalement, le fonctionnement de nos attaquants, je veux pas faire du genre, je vous l'avais dit, parce que c'est un peu facile, mais Staffin, je trouve que ça faisait quelques matchs qu'on sentait que ça se rapprochait, qu'on sentait qu'il n'était plus très loin d'y arriver. C'est bien qu'il se débloque avec un doublé. Voilà, ça a plutôt tourné. Mais moi, ce que j'ai envie de retenir aujourd'hui, c'est que Gauthier Larsonneur nous fait gagner des points, nous fait gagner 2 points, peut-être même 3, on ne le saura jamais bien évidemment, parce qu'encore une fois, il fait des parades vraiment de très très haut vol à des moments très importants. Et c'est tout le malheur. Alors pour aller un petit peu plus loin dans ma réflexion, c'est que pour moi, Larsonneur montre encore une fois que c'est un excellent gardien de Ligue 2, qu'il est peut-être même au-dessus du niveau de la Ligue 2. Et malheureusement, je suis désolé de dire que je suis aussi convaincu qu'il est en dessous du niveau de la Ligue 1. Ma chronique de ce matin pour Active Radio était sur le concept du joueur Ligue 1 et demi, à savoir le joueur qui n'était pas suffisamment fort pour la Ligue 1 et à la fois trop fort pour la Ligue 2. Je crois que Larsonneur est de cela. Donc, un immense bravo à lui. Si on monte comme il y a 2 ans, il faudra le mettre au tableau des bienfaiteurs de la Saint-Etienne qui nous a fait remonter. Et le paradoxe, c'est qu'il faudra aussi urgemment lui trouver un remplaçant. Ouais, c'est vrai que la prestation de l'Arseneur fait beaucoup réagir et en positif, donc ça fait plaisir. Depuis quelques matchs, on semble avoir retrouvé Gauthier Larsonneur. En fait, on a l'impression, comme tu l'évoques, qu'il serait peut-être trop fort pour la Ligue 2, pas assez fort pour la Ligue 1. C'est un peu j'ai envie de dire le FC Metz des joueurs de foot, Gauthier Larsonneur. On a un petit peu la pression et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'attaque là déjà dans la question que j'ai évoquée. Mais Pierre, c'est aussi la prestation du gardien stéphanois que tu retiens ou c'est plus voilà, l'attaque, l'efficacité, le retour de Stassin qui parvient à marquer? Alors moi c'est totalement différent. Ce que je retiens de ce match, et même si c'est provisoire parce que ça joue en ce moment, mais c'est symbolique. Mais ce que je retiens, c'est qu'on est en haut, tout en haut du classement de la Ligue 2. La première fois depuis, j'ai plus la date, mais peut-être fin septembre, début octobre, je ne sais plus. Mais je pense que ça va faire du bien. Et, euh, et comme je l'évoquais avant le début de l'émission avec Tim, je trouve qu'il y a un alignement des planètes depuis 4 matchs, aussi bien par nos résultats que les résultats de nos concurrents. Et si on m'avait dit il y a un mois qu'on serait premier, même provisoirement de la Ligue 2, j'aurais jamais cru. Et donc là, on a l'impression que tout tourne un peu, espérons que ça continue, mais tout tourne pour nous. Tout nous sourit. Et voilà, moi, ce que j'ai retenu, ce que j'attendais avant le match, c'était qu'on prenne cette première place. Et voilà, espérons qu'on ne la quitte plus jusqu'à la fin du championnat maintenant. Après, Pierre, tu as raison, mais c'est quand même pas la première fois. Alors, je suis comme toi, hein. Si on m'avait dit, pareil, il y a un mois qu'on en serait là, je l'aurais pas cru. Pour autant, on s'aperçoit quand même que le foot en général, et la Ligue 2 en particulier, c'est souvent une histoire de série. Et que ces espèces de séries, à un moment, c'est 3 qui l'a faites, mais parce que ça n'est que des équipes de Ligue 2, ça peut pas durer éternellement. Le Red Star, Le Mans, ça peut pas durer éternellement des top séries. Inversement, pour Saint-Etienne, série noire pendant un temps,
mais aussi parce que c'est la Ligue 2 et face à toi et que tu as des équipes de niveau assez disparate, bah, tu sais qu'à un moment ou à un autre, tu vas avoir une série positive. Ce qui est important, c'est de l'avoir au bon moment. J'espère qu'on est en train de l'avoir au bon moment. J'espère qu'on va pouvoir l'étirer un peu pour creuser l'écart. Mais en fait, voilà, je suis d'accord avec toi. Et si on prend un maximum de recul, on pourrait presque dire que c'est prévisible parce que chaque année en Ligue 2, tu as ce genre d'épiphénomène, tout d'un coup, d'une équipe qui fait 3, 4, 5, 6 résultats positifs, pas forcément que des victoires comme on a fait, mais qui va faire 4 victoires, 2 nuls et qui bah, d'un coup va se retrouver projeté très haut dans le classement. Mais là où on peut être optimiste, justement, je suis d'accord avec toi, mais c'est qu'on était clairement dans le dur jusqu'au changement de coach. Et comme tu dis, cette série très positive qui arrive, elle arrive au moment où on change de coach, donc c'est pas un hasard. Et j'ai bon espoir qu'elle s'étire effectivement le plus longtemps possible, et j'espère jusqu'à la fin du championnat, parce qu'on a un coach, et on va en reparler, je pense, plus tard, mais on a un coach qui place parfaitement ses joueurs, qui est hyper rationnel. Et voilà, comme tu dis, elle tombe au très bon moment. Et c'était peut-être inéluctable. Le changement d'entraîneur a peut-être été un peu plus tard, mais quand on a des mecs peut-être un petit peu plus au-dessus du niveau de la Ligue 2, forcément, ça doit arriver à un moment. Ouais, tu fais bien de parler de Philippe Montagnier, du changement de coach, parce que je voulais rebondir là-dessus, notamment sur ces séries là que vous évoquez, notamment Timothée. Et on sait que la période janvier, février, mars, après le mercato hivernal, elle peut être toujours un peu délicate pour certains clubs à négocier. Il y a des séries dans ce championnat de Ligue 2 et là il y a eu un fait majeur à Saint-Etienne, c'est le changement de coach. Timothée, tu parles que voilà, cette série pouvait arriver à un moment donné, mais est-ce que tu penses que sans ce changement de coach, cette série, elle pouvait quand même se produire côté stéphanois où il fallait vraiment un déclic qui passait par l'arrivée de Philippe Montagnier ou potentiellement quelqu'un d'autre? Ah, c'est un peu du football fiction que tu me demandes parce que je suis pas en mesure de te le dire. En tout cas, il est manifeste que cette équipe et que surtout le groupe avait besoin de changements, que le groupe avait besoin d'une autre façon de travailler semaine après semaine, parce qu'en fait, c'était devenu extrêmement répétitif. C'était devenu répétitif dans l'intensité, ce qui est un peu difficile à comprendre, mais en fait, Orneland est arrivé avec beaucoup d'énergie en leur faisant faire des semaines de travail voilà, très axées sur l'intensité, ce qui porte ses fruits à court terme, mais ce qui au bout d'un moment rince ses joueurs, pas que physiquement, mentalement. À un moment, quand le fameux go 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 d'Orneland, bah, au début tu l'entends et au début tu as envie d'y croire, et au début tu as envie de donner pour ton coach, et puis petit à petit, ça s'appelle crier au loup, en fait, tu n'y crois plus. Tu t'es plus dedans. Donc il y avait besoin d'un nouveau coach. Et puis moi, je l'ai dit de nombreuses fois, et c'est pas les 4 victoires qu'on vient d'enchaîner qui vont me faire changer d'avis. On a une équipe avec, je l'ai déjà dit, un QI football limité. Et j'ai pas de problème à le dire, à mon avis, avec un QI tout court limité. Donc, quand tu as ce genre d'équipe, et c'est pas la première fois que ça arrive, et on n'est pas la seule équipe, je l'ai toujours dit, elle manque de capitaine, cette équipe, et souvent le QI tout court et le QI football va souvent avec des profils de joueurs qui peuvent jouer capitaine. De ces joueurs-là. Donc, quand tu n'as pas cette intelligence, c'est pas la peine de faire des systèmes compliqués. Comme Pierre l'a dit tout à l'heure, mets tes joueurs à ta place, mets les joueurs à leur place dans des systèmes simples, dans les systèmes dans lesquels ils ont déjà évolué dans les équipes de jeunes. Pas trop de complexité. Et voilà. Bah merci pour ton analyse, en tout cas Timothée, c'est toujours super intéressant et je vois qu'il y a plein de messages dans le chat. Donc, pas toujours, pas toujours. Si. Si. Je suis obligé de dire ça, donc je le dis. Non, je rigole. Mon rib. Dans le chat, Quentin, qu'est-ce qu'en pensent nos auditeurs de cette rencontre face à Pau et de cette 4e victoire consécutive? Globalement content de la victoire, hein, même si on voit aussi que ce n'est pas abouti, hein, comme dit Nathalie sur YouTube, pas abouti, mais tellement de choses ont changé. Donc je pense qu'elle parle de l'attitude des joueurs, etc. François, toujours sur YouTube, qui parle de la possession, hein, ça fait quelques matchs qu'on ne l'a plus, mais on gagne. Pascal sur Twitch qui parle de matchs douloureux. Les 4 matchs, hein, sous l'art montagnier sont assez douloureux. Laurent, pour lui, qui trouve que le travail vidéo paye, parce qu'on analyse vraiment les adversaires et on s'adapte à eux. Et il rajoute aussi un petit mot pour Ilan par rapport aux attaquants.
D'où les célébrations aussi, je pense, de Stassin et Dufus sur leur but. Euh, Johan sur YouTube qui n'est pas encore hypé par le jeu. Céline et Nathalie, Céline sur Twitch et Nathalie sur YouTube, ont mentionné l'Arseneur, mais nos chroniqueurs aussi en parlant de l'arrêt décisif. Tom, toujours sur l'Arseneur sur Twitch, qui nous trouve dur, qui trouve Pierre et Timothée assez durs avec l'Arceau. Ok, pour lui, hein, pour Tom, il n'a pas le niveau du haut de tableau de Ligue 1, mais pour une équipe qui monte avec une bonne défense, assez bonne défense avec lui, ça peut le faire. Et pour Stéphane sur YouTube, qui dit que maintenant le plus dur, ça reste de confirmer cette série. D'accord, très bien, merci. Et bon, il y avait pas mal de commentaires donc sur ce qui s'est passé durant la rencontre. Et c'est vrai, les quelques difficultés. Je voudrais quand même qu'on revienne notamment voilà, sur la première mi-temps stéphanoise. On a marqué encore une fois très tôt dans le match. Pour la 3e fois consécutive, on marque dans les 10 premières minutes. Ça, c'est bien. Mais après, c'était quand même plus compliqué. On a vu une équipe qui semblait un peu peut-être reculée, qui semblait même se faire un peu peur, Pau qui prenait le dessus. Bon, on a eu cette parade à l'heure de jeu de Gauthier Larsonneur, même un petit peu après, je ne sais plus exactement quand c'était, mais qui nous a sauvé, et le but de Stassin juste après. Pour revenir quand même sur la première mi-temps, Pierre, est-ce que c'est la moins bonne de l'AS Saint-Étienne version Philippe Montagnier ? Non. Non, je me rappelle de la première mi-temps contre Montpellier, donc la première du coach, qui était encore plus compliquée, hein. La première demi-heure contre Montpellier, on sort pas de notre milieu de terrain, je me rappelle, même si le dernier quart d'heure était mieux. Après, pour en revenir au match de Pau, je trouve en première mi-temps, on a souffert au milieu de terrain. Pau, c'est typique l'équipe de Ligue 2 au milieu de terrain. Ils ont Tousgar qui est un bon joueur, Benard et je sais plus qui j'oublie, Bobichon, je crois. Enfin bref, ils nous ont fait du mal au milieu de terrain, j'ai trouvé. Mais encore une fois, je le répète, je pense que c'est aussi dû à la physionomie où on marque à la 3e minute. On est devant, on n'a plus besoin de se jeter corps et âme. On a souffert, mais on n'avait pas non plus besoin de faire le jeu à tout prix. T'es d'accord avec ça, Timothée ? Oui, oui, je suis en partie d'accord. Surtout, en fait, faut bien comprendre, et par rapport au message du chat, faut bien aussi être lucide. On est là pour analyser une rencontre, on est tous contents d'avoir gagné, et du coup, forcément, on va chercher un petit peu la petite bête, mais ça fait pas de nous des peines à jouir qui disons, ah bah tiens, on a 4 victoires d'affilée, mais c'est imparfait. Non. Moi, j'ai bien aimé ce qu'a dit Pierre tout à l'heure en parlant de réalisme. Moi, si je devais choisir qu'un seul mot, je choisirais, et ce depuis le début de l'ère Montagnier, c'est le pragmatisme en fait. Et tout à l'heure, je n'ai pas retenu le nom de la personne qui disait je suis pas hypé pour le jeu, mais moi je l'ai redit, j'ai fait des chroniques dessus, je l'ai dit ici, je n'en ai rien à foutre d'être hypé par le jeu de la Saint-Étienne en Ligue 2. Ça ne m'intéresse pas. Et de toute façon, avec Nadé, Tardieu, et avec tout le respect et l'affection que j'ai pour ces joueurs, je n'ai absolument aucun espoir de mettre en place un quelconque guardiolisme, en fait. Donc, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de monter. Ce qui m'intéresse, c'est que Saint-Étienne retrouve sa place. Et Saint-Étienne, euh, pour remonter en Ligue 2, doit faire preuve de pragmatisme. Encore plus avec l'équipe que l'on a, c'est-à-dire une équipe qui a certes certains talents purs et bruts, mais encore une fois, je le redis, avec une équipe qui a un QI football qui a, à mon avis, ses limites. Voilà, en fait, j'ai du mal à comprendre cette idée de dire il faut qu'on soit hypé par le jeu et tout ça. Je me suis battu maintes et maintes fois quand Dalloglio a été sorti et qu'on a pris Hollande, qui, encore une fois, je le redis, je souhaitais tout le bonheur possible parce que s'il avait eu tout le succès que je lui souhaitais, on serait en Ligue des Champions cette saison. Il l'a pas eu. Il a ses idées de jeu, coach avec une philosophie. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand elle est à Saint-Étienne ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je continue, je persiste et je signe. Pour moi, une équipe, les équipes qui peuvent se permettre d'avoir des exigences en termes de philosophie de jeu, il y en a 8 en Europe. Et sur les 8 en Europe, il y en a 7 qui sont actuellement encore en lice en Ligue des Champions. Donc, c'est les gros budgets, c'est les équipes qui peuvent faire des effectifs pléthoriques. Après, qu'avec des équipes moins fortes, tu puisses avoir des tendances de jeu. Hier, j'étais au match entre Lorient et Auxerre.
J'ai trouvé par exemple que Auxerre, pour une équipe qui joue le maintien, avait vraiment décidé de jouer à ligne 4 attaquants. Ok, ça je peux l'entendre. Mais on n'est pas sur de la philosophie de jeu, on est sur une forme de pragmatisme imposée par ton effectif. L'effectif de Pélissier lui permet de jouer comme ça. L'effectif de Saint-Etienne en Ligue 2, dans un championnat qui est difficile, comme on le sait en Ligue 2, qui est surtout où tu vas tomber face à des équipes qui un jour vont avoir un jour avec et un jour vont avoir un jour sans, et que tu sais pas pourquoi tu vas perdre contre une équipe de bas de tableau comme Bastia, et que tu sais pas pourquoi non plus tu vas taper 3 quelques semaines plus tard. Et ben en fait, la seule réponse pour moi, c'est le pragmatisme. Et c'est ce dont on a fait preuve contre Pau, ces 4 derniers matchs. Et à mon avis, c'est l'idée, et d'ailleurs ce que la carrière de Montagnier semble attester, que c'est plutôt un entraîneur qui s'adapte à ses joueurs et qui les met, si possible, dans les meilleures conditions. Oui, effectivement, il arrive à faire tout ça grâce à son expérience. Je rappelle qu'il est déjà monté en Ligue 1, notamment avec Toulouse. C'est quasiment lui qui a fait monter Lens en Ligue 2. Il y a eu Boulogne également. Il a des expériences un petit peu partout et c'est certainement sa plus grande qualité actuellement, le pragmatisme. Mais justement, je vais vous citer une phrase de Montagnier juste après la rencontre donc face à Pau qu'il a déclaré en conférence de presse. Je cite « Ça n'a pas été un match facile, mais je trouve qu'on progresse à chaque sortie. En deuxième mi-temps, on a eu une vraie maîtrise. On s'est créé des occasions, même si on a mis du temps à faire le break. Et au moment où on l'a fait, il ne faut pas oublier que Gauthier sort un arrêt déterminant à un moment clé. Ensuite, on a su garder le contrôle du match, on avance, on continue de progresser et ça, c'est le plus important. » Timothée, tu disais de ton côté que tu t'en fichais un peu entre guillemets d'avoir une équipe avec un jeu flamboyant. Ce qui comptait, c'était quand même de retrouver la Ligue 1 et d'être efficace. Est-ce que de ton côté, Pierre, tu trouves quand même que malgré tout, il y a une progression dans le jeu stéphanois face à Pau, notamment sur la seconde mi-temps? On parlait de la première mi-temps tout à l'heure, si on va un petit peu plus sur la seconde mi-temps. Dire qu'il y a une progression, faut dissocier deux choses. Le score, qui est un peu trompeur et qui nous fait penser effectivement qu'il y a une progression, mais dans le jeu, pas forcément. Parce qu'encore une fois, à défaut de faire un match parfait, loin de là, moi je trouve pas qu'il y a eu une très grosse progression dans le jeu, mais on a été efficace dans les deux surfaces. On en a déjà parlé déjà avec l'Arseneur. Et globalement avec une défense plus costaude, hormis la tête de Briançon et le face-à-face avec Versini, il se crée rien, Pau. Et donc solide derrière, et on a retrouvé notre buteur enfin décisif. Donc voilà, comme Timothée l'a dit, pragmatisme, efficacité, et il y a besoin de rien de plus en Ligue 2 quand tu as un peu de talent. Donc progression dans le jeu, non, mais voilà, au final, on s'en fout, faut engranger les points, faut creuser les écarts avec les équipes qui nous poursuivent. Et voilà, on est à 9 journées de la fin du championnat, on n'est pas là pour progresser, on est là pour amasser les victoires. Ok, très bien. Quentin, dans le chat, est-ce qu'il y a des commentaires par rapport à tout ce qui a été dit notamment? Oui, Gaël qui revient sur le match et sur YouTube, pardon, et qui parle du manque de volume au milieu de terrain, avec Tardieu notamment. Et le retour de Jaber va faire du bien pour beaucoup, comme Stéphane, qui pense que son retour va permettre de limiter un peu les temps faibles sur le jeu. Tom sur Twitch qui a une question par rapport à la stratégie Kilmer, avec l'arrivée donc de Montagnier, qui pour lui a une vision un peu plus défensive, alors qu'avant avec Orneland c'était une équipe il voulait une équipe tournée vers l'avant pour emballer le public et capitaliser dessus. Et Joanne qui revient aussi sur YouTube, qui revient sur les mots de Timothée, et qui trouve que certains joueurs comme Pedro, Miladinovic, Boakier, Stassin, Davitashvili peuvent se mettre au service d'un système de jeu. Il rajoute quand ils s'en donnent les moyens. Ouais, Bien plus évidemment. ambitieux. Ouais, je comprends. Davitashvili, je suis pas sûr. C'est quoi les autres noms cités? Tassin, oui, peut-être. Stassin, Pedro, Miladinovic, Boakier. Miladinovic, c'est pareil. J'aime bien, mais j'attends de voir en Ligue 1. En espérant qu'on monte, bien sûr. Non, mais pourquoi pas? Je dis pas non plus qu'il y a que des ânes battés dans cette équipe et qu'il y a que des joueurs sans cerveau incapables de faire quoi que ce soit.
loin de moi cette idée. Mais voilà, on a connu des équipes un peu plus avec une meilleure lecture, une meilleure compréhension du jeu de l'adversaire. Moi, c'est ce qui m'a frappé depuis le début de la saison. Alors peut-être que c'est aussi de la faute d'Ormeland qui travaillait pas assez le jeu de l'adversaire, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on avait face à nous une équation inattendue, bah, que l'équipe elle était totalement en incapacité à y répondre. Vous avez peut-être regardé le match hier entre Marseille et Lyon. Marseille gagne le match parce qu'en fait au début ils seront bougés par le pressing lyonnais, ils n'arrivent pas à ressortir le ballon et en fait quand ils comprennent que un coup c'est le latéral droit, un coup c'est le latéral gauche qui monte très haut pour gêner, et ben ils sautent une ligne, ils font un jeu en triangle et ils se retrouvent sur des couloirs avec tout ce qu'ils ont à faire. Donc en fait ils comprennent l'équation qui est posée par l'adversaire, ils y répondent et ils reprennent l'avantage. Moi Saint-Etienne en première partie de saison, il y a plein de fois où je me suis dit en fait ils n'ont pas compris l'équipe qu'ils ont en face d'eux, ils n'ont pas compris le système qu'il y a face à eux et ils sont pas en capacité à y répondre. Euh, est-ce que les joueurs cités, Miladinovic, Boakier, Stassin, en sont plus capables que les autres? Je sais pas, je fais peut-être fausse route, mais voilà. Pour moi, en tout cas pour le moment, il vaut mieux faire simple avec des joueurs simples. En tout cas, on sent quand même, c'est vrai, une adaptation de la part de Montagnier sur beaucoup d'aspects. On marque quand même sous Montagnier, on a 2 buts par match en moyenne, on a marqué 8 buts, on n'en a encaissé que 2 depuis son arrivée, donc on est sur des beaux standards. Je rappelle qu'il avait quand même terminé meilleure attaque avec Toulouse quand ils sont montés en Ligue 1, donc c'est un coach qui connaît parfaitement ce championnat aussi. Il y a eu des modifications dans le système de jeu, également donc des joueurs placés à d'autres postes comme Augustine Boakier qui a été auteur de 2 passes décisives sur cette rencontre, qui est aujourd'hui un petit peu plus au cœur du jeu. Une idée qui a été soufflée par Ilan, comme tu le disais tout à l'heure, je crois Quentin dans le chat, Ilan qui a été replacé, qui s'occupe de la partie attaque de l'équipe stéphanoise pendant que Stéphane Nièvre, donc l'adjoint de Montagnier, s'occupe plus de la partie défensive. Aujourd'hui, c'était un choix tactique qui était donc fait par Philippe Montagnier et son staff. Pierre, qu'est-ce que tu penses, toi, des premiers matchs de Boakier sous ce nouveau rôle, avec ce nouveau rôle? Qu'est-ce que ça a apporté potentiellement à l'AS Saint-Etienne, selon toi? Moi, je pense que en ce moment, c'est un peu notre facteur X, Boakier. Il est vraiment dans tous les bons coups. Le match d'avant, il débloque la situation contre Laval à 1-1. Là, il fait 2 passes décisives. Et on l'avait vu avant que, enfin, ça avait été suggéré avant quand Orneland était là, rien qu'en suivant les réseaux sociaux, les forums, et même, je crois, quand il jouait en Autriche, il jouait 10, Boakier. Donc, et je me demande si le joueur, lui, ne l'avait déjà pas spécifié qu'il préférait jouer dans l'axe. Donc, pour moi, ça coulait de source, sachant qu'on a du matos qui peut jouer ailier. Je pense à Cardona et Davichashvili. Voilà, pour moi, c'est une superbe. Enfin, c'était une bonne idée, mais une idée logique. Et match après match, il confirme ses bonnes prestations. Voilà, il sait faire des passes, il sait orienter le jeu. Il défend aussi un peu quand il faut faire un pressing. Voilà, je me rappelle du match à Guingamp où il avait beaucoup couru, pas seulement pour attaquer, mais aussi pour défendre. Donc, non, super idée, Boaké. Enfin, c'est pas l'idée du siècle, parce que c'est logique, mais voilà, encore une fois, c'est cohérent. Ouais, c'est vrai que c'est un nouveau replacement, mais un rôle qu'il connaissait peut-être déjà auparavant. Timothée, toi, comment tu observes les premières prestations de Boakier à ce nouveau poste? Alors, j'aime bien, hein, je rajouterai pas grand-chose à ce qui vient d'être dit. Euh, et encore une fois, loin de moi l'idée d'être pisse-froid, mais je modérerai juste la chose en disant que l'entrejeu de Pau, voilà, en fait, il était quand même dans un fauteuil pour faire un gros match et faire 2 passes décisives parce que Anziani, c'est quand même pas super impressionnant. L'autre, j'ai oublié son nom là, le récupérateur Bénard ou je sais pas quoi, Bénard. C'est voilà, il y avait quand même pas non plus dans ce secteur-là une opposition formidable. Ils nous ont un peu bougé quand eux avaient la balle, mais quand ils l'avaient pas, je les ai trouvés, enfin, je les ai pas trouvés toujours très justes. Les récupérateurs, enfin les joueurs qui étaient dans le secteur de jeu de Christine Moitié.
Ok, pour conclure, on va passer au top flop. Je réponds juste à une question que j'ai vue dans le chat de Malik qui demande il n'y a plus Amouma pour les attaquants. Amouma, il s'occupe, je crois, de l'équipe réserve plutôt. Donc c'est plutôt son rôle du côté de l'AS Saint-Etienne actuellement. Messieurs, pour conclure ce match et passer à la suite du programme, j'aimerais avoir vos tops et vos flops. Si tu veux commencer, Pierre. Alors moi, au niveau des... Je vais pas être très original, hein, mais... et on en a un peu parlé, mais le top naturel, ça serait Stassin. Parce qu'on l'avait vu ces dernières semaines, il y avait du mieux dans le jeu. Et bon, c'était logique qu'au bout d'un moment, il allait retrouver le chemin des filets. Donc ça a été pour ce samedi. Voilà. Une chose qui me fait plaisir, c'est que... Enfin, c'est normal, mais on voit en plus de l'implication, il est à nouveau content de jouer Stassin. Et ça fait toute la différence avec la première partie de saison. Il en avait absolument. Enfin, c'est mon opinion, mais il n'était pas dedans, clairement pas dedans. Et là, il a retrouvé le plaisir de jouer. Je pense qu'il a fait le deuil de la Coupe du Monde. Et voilà, là, il est vraiment impliqué. Donc, Stassin. L'Arseneur, on en a parlé. Et s'il en faut un troisième, bah, je mettrais la défense dans son ensemble, qui encore une fois, hormis à une ou deux situations, n'a pas trop tremblé. Et dans les flops, alors ça sera des flops modérés, mais je mettrais un Cardona, malgré le fait qu'il fasse une passe décisive. Je pense qu'il peut faire mieux. Euh, Et peut-être au milieu de terrain, Tardieu peut-être, mais voilà. Ce sont des flops, pas se faut donner des flops, mais voilà. Ouais, d'accord, ok, très bien. J'en profite pendant que j'ai la parole dans le chat. N'hésitez pas, je vois qu'il y a déjà des tops et des flops qui sont marqués. Je passerai la parole à Quentin juste après. Et en même temps, c'est la mi-temps. Comme l'a dit Dylan dans le chat, entre Amiens et Troyes, il y a ce score de parité pour l'instant 0-0. Bon, j'avais un petit œil sur le match. J'ai vu quelques occasions d'Amiens. J'ai l'impression qu'il dominait quand même la partie, d'après ce que je voyais. Donc, il y a un match avec des occasions, mais pour l'instant, pas de but. Timothée, de ton côté, quels ont été tes tops et tes flops? Tu rejoins Pierre, notamment sur Stassin Larseneur, Oui, j'imagine. Et oui, après. globalement, et je ne vais pas redire ce qui a déjà été dit, puis en plus je l'ai dit en début d'émission, pour moi le top, l'Arseneur sur ce match. Oui. Je crois vraiment que pour utiliser un gros mot, dans le momentum de Pau, bah, c'est lui qui nous a gardé la tête hors de l'eau. Donc, je choisis un top, c'est l'Arseneur. Et dans mon flop, et pareil, ce sera plutôt un peu mieux faire qu'un véritable flop. Je choisirais Davitashvili, que j'ai pas trouvé très inspiré sur ce match-là. Ouais, Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que on a quand même l'impression que cette attaque-là, elle est suffisamment fournie pour que, bah, si un jour c'est Davitashvili qui a les jambes de feu et que bah, Cardona est un peu moins bien, le match d'après, c'est Boakier qui va prendre le relais, le suivant, c'est Stassin qui t'en claque deux. Bref, il y a suffisamment de matériel pour que si un joueur de la ligne offensive soit un peu moins bien, ça impacte pas trop le rendement. J'ai un autre top, moi. Vas-y. Euh, pour finir, ce que Timothée disait dans la ligne des offensifs, c'est Dufus qui. J'aimerais voir son ratio minutes jouées, buts marqués, on est à 5. Voilà, il est efficace, mine de rien, pour sa saison en pro, première saison en pro, malgré le fait qu'il ait eu deux longues blessures. Mais le ratio but, temps de jeu est intéressant. Et sa joie de vivre et sa bonne humeur me fait plaisir, me font plaisir. Ok, parfait les gars. Et moi, il y a un joueur que je trouve qu'on oublie beaucoup. Je le vois même pas dans le chat non plus. Et pourtant, je trouve qu'il est super important depuis son arrivée au milieu de terrain. C'est Abdoulaye Kanté qui, euh, Ouais, très bon, qui fait un très bon. énorme match et qui Et couvre. j'ai hâte de voir l'association avec Jabber, excuse-moi. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que Kanté, je trouve qu'il fait un énorme boulot. Il est peut-être aussi. Il n'y est pas pour rien, je pense, par rapport au renouveau stéphanois, en tout cas actuellement. Et il me semble très important dans ce milieu. Alors, pour Quentin, répondre à Pierre, vas-y, Timothée. parce que du coup j'ai regardé, j'ai cherché la stat, parce que c'est vrai que sa réflexion était intéressante sur Dufus. Euh, Par tranche de 90 minutes, Dufus il est à 0,97 buts. Ouais, donc un Ah but oui, par match. c'est pas Donc mal. un but par, non pas par match, vous avez compris, mais Ouais, par tranche de 90 minutes. Voilà. d'accord. Ok. Ouais. Donc Un but toutes les 92 minutes, c'est- Et à peu près. sachant que c'est encore, enfin, c'est en moyenne, il joue 20 minutes par match, donc c'est quand même fort. C'est quand même plutôt fort, je trouve.
Ouais, certainement Voilà. l'un des joueurs ou le joueur le plus décisif, en tout cas côté stéphanois. Si on prend donc par tranche de 90 minutes. De ton côté, Quentin, tu vois des commentaires dans le chat. Je vois qu'il y avait pas mal de réactions par rapport au top flop tout à l'heure. Alors, oui, il y en a pas mal. Et pour répondre toujours à Pierre aussi, je crois que c'est Karl qui a mis aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, Dufus décisif toutes les 58 minutes. But, passe D. Je crois que c'est Karl dans la journée qui avait mis sur Twitter. Après, pour revenir plus globalement sur les tops et les flops, bah, c'est les mêmes joueurs cités, hein, Bouakier, Stassin, Larceau. Pour Bouakier, vu qu'on a parlé un petit peu plus de lui tout à l'heure, Dédé sur Twitch trouve qu'il a passé un cap. Tom trouve que bah, c'est le déclencheur un peu des actions, hein, soit par la passe au départ ou il est aussi à la finalité. RBG sur YouTube qui trouve qu'il était sous-coté un petit peu, même quand il était un petit peu à droite. Après, pour donc les tops, j'ai dit, et les flops, Tardu revient, Pedro qui revient aussi un petit peu par rapport à ses difficultés Il y a tout le monde, quoi. à droite. Un petit Joao Ferreira qui est sorti aussi, mais ça fait toujours plaisir, j'ai l'impression de citer son nom. Et RBG sur YouTube qui est pas d'accord avec l'un des flops de Pierre avec Cardona. Il trouve pas que ça a été un flop, il a pas ajouté plus de détails pour lui sur le match de Cardo, mais Il y a il sa trouve pas passe que ça a été décisive forcément un aussi. flop. Ok. Ok. Voilà, globalement sur le chat. Très bien, merci. Ben, je vous propose de passer à la suite du programme et on va parler donc de la Ligue 2 dans son ensemble, hein, ce championnat qui est très serré où tout le monde peut battre tout le monde, mais actuellement les équipes du haut de tableau coincent un petit peu. Les résultats dans l'ensemble, une nouvelle fois, sont favorables à Saint-Etienne ce week-end. Dunkerque qui a perdu dans les toutes dernières secondes 2-1 sur la pelouse de Clermont. Montpellier et Reims qui se sont neutralisés 0-0, il y en a eu beaucoup d'ailleurs aussi. Tout comme Guingamp et Rodez et le Red Star et Le Mans, voilà pour deux autres 0-0. Pierre, est-ce que pour toi cette incapacité des équipes de Ligue 2 d'être régulières et d'enchaîner des séries de résultats positifs, c'est la preuve que le championnat de Ligue 2 est faible ou au contraire, c'est la preuve d'une certaine homogénéité et d'un championnat relevé? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, le championnat est faible et homogène. Après, c'est pas parce qu'on a allez, 10 équipes en 7-8 points, j'en sais rien, que le championnat est faible. Mais dans ce cas précis, qu'un championnat est faible, mais dans ce cas précis, je pense que c'est le cas. Voilà, on va pouvoir prendre le contexte du football français. Peut-être que il y a pas mal de clubs qui doivent faire des économies. Donc cette saison, là, il y avait très peu d'investissement. Donc qui dit moins d'investissement, dit moins d'effectifs fournis et moins de résultats. Voilà, voilà ce que j'en pense. Mais ouais, cette Ligue 2 est faible. Et ce qui est un peu regrettable, c'est que si on avait eu Montagnier un peu plus tôt, bah, on serait pas en train de se faire des calculs, à se dire est-ce qu'on va monter, est-ce qu'on va pas monter. Pour moi, on serait déjà envolé. Mais voilà, on est bien placé à 9 journées de la fin. Donc si cette Ligue 2 est faible, normalement, ça devrait être une formalité, espérons-le. Et toi, Timothée, tu la trouves comment cette Ligue 2 faible? Et j'ai envie de dire, si elle est jamais elle est faible, est-ce qu'elle est plus faible que d'habitude? Et notamment la saison il y a 2 ans où on est monté en Ligue 1. Je la trouve ni faible ni forte, la Ligue 2. Je trouve que c'est la Ligue 2. Et qu'en fait, dans le football, on sait tous, la plus grande difficulté, c'est pas d'être un bon joueur de foot, c'est d'être un bon joueur de foot de façon constante, répétée, match après match, de délivrer des prestations de haut niveau encore, encore et encore. Et les joueurs qui sont capables de faire ça, ils n'ont rien à faire en Ligue 2, donc ils sont en Ligue 1 ou dans d'autres championnats. Donc en fait, c'est assez logique finalement que tu aies des équipes qui aient des hauts et des bas, que les séries dont on parlait tout à l'heure, bah, que tu aies des espèces de momentum où tu as, voilà, où tu as 3 qui est imbattable pendant 4-5 matchs, où tu as Saint-Etienne qui devient imbattable pendant 4-5 matchs, et que pendant ce temps-là, bah, les autres se cassent la gueule. Euh, pour moi, elle est ni forte ni faible, elle est fidèle à elle-même, en fait, cette Ligue 2. Elle est fidèle à elle-même parce que voilà, on s'en rend compte, et quand on est monté il y a 2 ans, c'était déjà le cas.
Si tu fais la bonne série au bon moment, quand le printemps arrive, enfin un petit peu avant le printemps, que derrière tu craques pas trop, et ben tu montes. Et puis voilà. J'en profite. Après, Vas-y. je mets juste une petite nuance, tu as raison, hein. Mais peut-être que cette saison, c'est un peu plus faible, parce que si tu prends la Ligue 2 l'an dernier, Lorient, Paris FC et Metz, ça se tire la bourre. Il y avait trois bonnes équipes aux premières places avec un grand nombre de points. Et je pense que le niveau était plus élevé l'an dernier que celui-là, que cette année. Là, cette année, c'est vraiment jusqu'aux premières places où ça ralentit, ça accélère. Et ouais, je pense Mais que t'as raison, t'as raison dans le sens sur la notion, sur la crise du football français, où effectivement les clubs qui n'ont pas de mécènes derrière eux ont vu partir leurs joueurs moyens et doivent faire avec les jeunes du centre et tout ça. C'est un peu vrai, mais enfin, honnêtement, hein, quand je vois l'effectif de Metz cette année en Ligue 1 et ce qu'il était l'année dernière en Ligue 2, j'ai pas la sensation que Metz cette année en Ligue 2 serait une équipe dominante. Euh, pour ce qui est de Lorient, de l'effectif de Lorient, je suis d'accord, mais par exemple, si tu parles purement d'effectif, par exemple, je trouve que Reims a un effectif bien plus Ligue 1 que Metz aujourd'hui. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. T'as un équipe. ouais, ouais, ils ont des joueurs Ligue 1, Nakamura, Ouais, de Koné, Zabi, oui, effectivement. Mais c'est pas forcément Il faut quelque qu'ils chose qui trouvent. fonctionne. Bah, de toute façon, voilà, c'est pas une garantie, quoi. ouais, bah, de toute façon, comme je voyais dans le chat, c'était Gaël qui disait que c'était un championnat bourbier. On a juste à regarder le classement. On est premier avec 46 points pour l'instant, comme 3 est en train de jouer à 46 points aussi. Et bah, Pau qu'on a battu qui est 11e à 34 points. Donc vraiment 12 points d'écart entre les 11 premiers. C'est quand même pas énorme. Et la première équipe, voilà, ne va pas finir la saison avec 75-80 points, puisqu'il ne reste plus que 27 de toute manière à distribuer. Je vois qu'il y a pas mal de messages dans le chat, Quentin, donc je vois que ça réagit par rapport à ce championnat de Ligue 2, à une potentielle faiblesse ou juste, voilà, c'est normal, c'est la Ligue 2. Qu'est-ce qu'en pensent les auditeurs? Bah, globalement, c'est la Ligue 2, c'est normal, tout en précisant que c'est jamais facile, hein, la Ligue 2 pour Blanzard sur YouTube. Gaël qui parle aussi de la profondeur de banc de tous les clubs. Souvent, en Ligue 2, bah, dès qu'il y a un blessé ou une suspension, bah, le remplaçant est toujours un petit peu en dessous du titulaire de base. Euh, Elkato 42 sur Twitch se demande pourquoi on dit que le championnat de Ligue 2 est faible. C'est comme d'habitude, physique, avec quelques bons joueurs dans certaines équipes. Et lui, qui apparemment regarde la Ligue 2 assez plus globalement, plus la Ligue 1, il a vu autant de bonnes équipes de Ligue 2 que des pas terribles en Ligue 1. Donc je pense qu'il parle surtout du bas de tableau de la Ligue 1. TFL 42, toujours sur Twitch, qui, je cite, la Ligue 2 est faible, point d'interrogation. Alors pourquoi? Alors qu'on ne marche pas dessus avec 30 millions d'investissement. Et pareil, François sur YouTube, qui se demande ce que diraient les chroniqueurs si la SSE avait 15 points d'avance. Est-ce que on serait toujours dans les mêmes débats ou pas? Eh bah, Si on avait 15 points d'avance et qu'on avait 1 heure de débat à faire, on continuerait à dire c'est vachement bien, super, génial. Mais il y a tel petit point qu'on aimerait bien améliorer, et ainsi de suite. Parce que sinon, on dirait juste salut, c'est bien, et on aurait terminé à 21h05. ouais, c'est mieux comme ça finalement. Au moins, on peut faire une On se émission. projette. Si on avait 15 points d'avance, ce qu'on ferait, c'est qu'on se projetterait déjà sur la saison prochaine. C'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Bah, il reste plusieurs confrontations directes majeures. Je vais vous lire ce qui reste. En tout cas, merci à Karl hein, qui a préparé le programme une nouvelle fois. On n'en parle pas assez, mais Karl et Romain qui font un énorme boulot. D'ailleurs, c'est Karl qui fait les visuels que vous voyez affichés à l'écran également. Donc, je vous lis les matchs qui restent, les confrontations notamment. Donc, Saint-Etienne-Red Star ce week-end. Dunkerque-Reims à la même journée. Red Star Dunkerque. Reims-Rodez. Annecy 3. 3 Dunkerque. ASSE Annecy. Dunkerque-Rodez, Saint-Etienne-Bastia, Rodez 3, Reims-Red Star,
le match contre 3 qu'on va jouer, Le Mans-Reims, Rodez-Saint-Etienne et Annecy-Rodez pour la 34e et dernière journée. Bon, d'ici là, ce sera peut-être plié. On ne sait pas pour l'instant comment va se terminer ce championnat. Mais en tout cas, on a malgré tout un wagon de tête qui se décide avec Saint-Etienne, Troyes, Reims, Le Mans et le Red Star. Mais derrière, on a des équipes qui reviennent fort. On parle beaucoup de notre série de 4 victoires consécutives, mais Annecy, c'est 5 victoires et 2 nuls sur leurs 7 derniers matchs. Rodez, la même chose. Donc des équipes par contre sont à la peine, comme Dunkerque, comme Montpellier, comme Guingamp, comme Pau. D'ailleurs, 3 équipes qu'on a affrontées. Et justement, on va passer un peu à vos pronostics. Qui va terminer dans le top 2 ? Pourquoi le top 2 ? Parce que c'est les 2 premières équipes qui montent directement en Ligue 1. À la fin de la saison, qui aux 3, 4 et 5e place par rapport aux dynamiques actuelles qu'on peut un peu voir. Qu'est-ce que tu en penses, Timothée ? Est-ce que tu penses qu'une tendance se dégage ou c'est encore trop tôt pour le dire ? Ah, si je te réponds que c'est trop tôt, c'est pareil, on raccroche. Mais non, je vais me mouiller un peu, je vais tenter, pourquoi pas. Et puis j'aurais peut-être probablement tort à la fin de la saison. Si je devais détacher 2 équipes, Troyes et Saint-Etienne, pour la qualité du jeu de Troyes depuis le début de la saison, pour la quand même supériorité structurelle de Saint-Etienne par rapport aux autres équipes. Et après, j'imagine bien Reims rester 3e. Okay. Et j'imagine volontiers Annecy ravir la place du Mans. Voilà. Le Mans, il y a eu une très belle période. On voit bien que ça coince un petit peu. Donc voilà. Il y a un moment, Le Mans, il perdait aucun match, hein, notamment là quand on les a joués, quand on a fait 0-0. Ils étaient sur une série, ils avaient enchaîné 4 victoires si tu ajoutes la Coupe de France. Et là, quand même, si tu regardes les derniers matchs, c'est 3 nuls, 2 défaites sur les 5 derniers matchs. Donc Ouais. voilà, ça avance vraiment au ralenti. Et puis voilà, je pense que c'est un effectif qui a ses limites. Et Annecy, il y a cette belle dynamique. Il y a un peu de continuité. Donc voilà. C'est d'ailleurs, tiens, je m'aperçois en regardant les matchs à venir qu'il y a Le Mans-Annecy justement ce samedi. Ce sera peut-être un juge de paix dans cette course-là. Ouais, on va le suivre attentivement ce match, mais de toute façon, il y en aura plein des confrontations directes, comme je les ai cités, tant ce championnat est serré. Mais c'est vrai que les dynamiques des équipes sont quand même différentes, mais comme tu l'avais dit tout à l'heure, il y a des séries dans ce championnat de Ligue 2, donc tout peut se passer. Il peut aussi y avoir une série positive pour un club qui se retrouve actuellement avec une série négative. Pierre, tu rejoins Timothée, tu vois Reims notamment rester 3e, Saint-Etienne et Troyes aux 2 premières places. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, ouais. Alors, je vais essayer d'être objectif, mais honnêtement, je vois la SS finir championne, parce que la dynamique est là. Et contrairement à 3, on le voit encore ce soir, hein, bon, ils vont peut-être gagner, mais 3, c'est pas le 3 de la première partie de saison, hein. Ils ont peu fait tourner, j'ai l'impression qu'ils sont un peu dans le dur. Bon, ils ont quand même les qualités, hein, au milieu de terrain et devant, c'est quand même joli sur le papier et même sur le terrain. Donc je pense qu'ils peuvent monter, mais honnêtement, je nous vois devant eux. Mais je pense quand même qu'ils garderont leur seconde place et je dirais comme team Reims en 3 parce qu'ils ont un peu de retard, mais c'est pareil, Reims, ils sont quand même pas mal irréguliers. En 4, je verrais peut-être Dunkerque quand même. Qui, pareil, ils ont perdu quelques joueurs au Ouais, comme mercato, ça Yacine, leur a ouais. fait du mal, mais ils ont quand même des qualités, Dunkerque, je trouve. Et en 5, bah ouais, ça va se jouer entre Le Mans, Annecy. Ouais, s'il fallait se mouiller, je dirais peut-être Annecy, qui a un super coach, qui arrive bien à faire jouer ses joueurs, et chaque année, c'est cohérent. Donc ouais, peut-être Annecy en 5. Ok, donc tu vois carrément la Saint-Etienne terminer premier. Est-ce que c'est pas l'objectif qu'il faut se donner en cette fin de saison, continuer comme ça et finir champion de Ligue 2 tout simplement ? Moi, honnêtement, c'est pas que je m'en fous, mais euh, pour moi, c'est du bonus. Mais si ça peut nous permettre d'avancer plus vite et de chasser 3 tant qu'on est derrière eux, faut pas se priver. Faut pas se priver. Et s'il y a 2 journées de la fin, ou même une journée de la fin,
on est au coude à coude avec 3 et qu'on est déjà assuré d'être en Ligue 1, là, effectivement, ça sera un objectif prioritaire et ça sera en adéquation avec ce que Family avait déclaré en début de saison. Il voulait le titre et rien d'autre. Ok, très bien. Honnêtement, pour Mais répondre à ce que deuxième dit place, je Pierre, signe, hein. Deuxième place, je signe. voilà. Pierre, il a dit c'est pas que je m'en fous, mais moi, je le dis, je m'en fous. Franchement, un ou deux, je m'en fous. À titre de champion de Ligue 2, très sincèrement, je m'en tamponne. Mais je pense, et d'ailleurs, en voyant le calendrier, je me dis que je vais peut-être réserver mes billets de train. Je pense que on montera le 25 avril. C'est-à-dire qu'on validera lors du match contre 3 la montée. Enfin, en tout cas, qu'on aura l'occasion ce jour-là à domicile de valider la montée. Parce qu'on a 4 points d'avance aujourd'hui, que si on continue à peu près sur un rythme similaire, tu dois pouvoir te retrouver effectivement à 6 points avec un goal average favorable à ce week-end-là, et donc jouer ton adversaire, jouer un adversaire direct. Voilà, moi j'y crois potentiellement à ce week-end-là. Ouais, c'est possible. La seule question, c'est le rythme de Reims. Mais sinon, je suis d'accord avec toi. Oh là là là, le but de 3, magnifique. Ah là 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 là. Dommage. Il est très beau, il est très très beau. Ouais, moi, il est pas encore. Ah, ça y est, il arrive le but. Moi, je suis un peu en retard, hein. donc, ça y est, je viens de voir le but de 3. Bon, bah, ça fait un but à 0 pour les Troyens face à Amiens pour l'instant. Bon, vous disiez que ce titre de champion vous en fichez un peu, vous peut-être, mais sans parler de supporters, les joueurs, est-ce que c'est pas un objectif quand même pour eux, parce que ils vont peut-être pas gagner d'autres trophées dans leur carrière, hein. Je leur souhaite bien évidemment, mais c'est peut-être à peu près le seul trophée pour beaucoup de joueurs qui est atteignable, donc ça peut quand même être un objectif pour ces joueurs-là qui permet de les galvaniser. Est-ce que, Timothée, tu penses pas que même si toi tu t'en fiches, eux c'est quelque chose qui peut leur permettre de continuer et d'être à fond jusqu'à la fin de la saison quand même? Je pense que ça peut effectivement être une carotte, un bonus, mais ça peut, pour moi, j'imagine mal que ça puisse être, comment dirais-je, une fixette. Voilà. Je pense que l'objectif quand tu es en Ligue 2, c'est de monter, et que si aujourd'hui tu disais à tous les joueurs, on vous propose de batailler pour être premier jusqu'à la fin, ou alors on vous assure qu'en passant par les barrages, vous allez monter, tout le monde te dirait on prend les barrages. Donc oui, effectivement, c'est une petite ligne sur ton CV, mais je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je saurais pas te dire ce qu'en pense un joueur. Euh, je saurais pas te dire. Ok, et bah si tu Donc, vas j'ai pas la réponse. si tu vas en conférence de presse, n'hésite pas à poser la question. Ça peut être intéressant d'avoir Ce l'avis sera des fait. joueurs. Ok, nickel. Il y a une équipe que vous n'avez pas citée, si je dis pas de bêtises, dans ce classement. Bah, c'est notre prochain adversaire, c'est le Red Star. Le Red Star qui est l'équipe qui performe le plus à l'extérieur. C'est un peu difficile pour eux à domicile, mais c'est la meilleure équipe devant nous pour le moment à l'extérieur. Pierre, ce match contre le Red Star, qu'est-ce que tu en attends? Est-ce que tu penses que Saint-Etienne peut enchaîner avec une 5e victoire consécutive? Alors, déjà, avant, cet après-midi, j'ai regardé le parcours du Red Star. Alors oui, ils sont meilleure équipe à l'extérieur et tout, mais depuis notre confrontation chez eux, donc c'était en novembre, un truc comme ça, ils ont gagné 2 matchs. Un match à Grenoble et un match à domicile contre Nancy. Donc autant dire que c'est l'équipe, alors certes, ils sont 5e, si je dis pas de bêtises, Oui. mais voilà, la dynamique est vraiment pas folle du tout. Donc est-ce qu'on peut les battre? Bah forcément que oui, je vois pas une équipe en Ligue 2 qu'on ne peut pas battre. Est-ce qu'on va les battre? Euh, J'espère que oui. Je peux pas le certifier, mais on a tout pour. On aura un chaudron à guichet fermé. On rentre clairement dans le money time. Donc voilà, ce match, il faut rien envisager d'autre que prendre les 3 points, bien sûr. Ouais, ouais, et Timothée, tu es d'accord avec toi? C'est les 3 points contre le Red Star. Tu t'attends un match quand même compliqué face à cette équipe qui peut, en cas de victoire, je regarde le classement pour pas dire de bêtises, revenir à 2 points de nous, hein, si jamais ils s'imposent. Et sinon, ils sont à 8 points. On les élimine presque, en fait. Je suis en général d'accord avec moi, mais ça c'est pour la vanne, c'est parce que ça fait un petit lapsus. Ah, Oui, évidemment,
Évidemment, d'abord, je souhaite qu'on gagne, bien sûr. J'étais au stade lors du match aller là, à Bauer et ouais, j'avais vraiment passé une sale soirée. Ah ouais. Donc, La première ouais, voilà. Donc, je sais pas, j'ose espérer que les joueurs sur le terrain avaient passé une sale soirée, qu'ils s'en souviendront. Je suis pas un ayatollah de ces, il faut prendre la revanche du match aller, machin. Je suis pas persuadé que les joueurs s'en foutent un peu. Mais quand t'as aussi peu existé sur un match, je trouve que, voilà, au retour, montrer les muscles, montrer qui tu es, ça me plairait. On avait été lamentable, on s'était fait démonter dans les duels. Donc voilà, moi j'espère avoir un match de bonhomme de la part de nos joueurs. Ouais, c'est vrai, on espère une belle réaction. Oui, je me souviens d'un but qu'on avait pris en tout début de match. Je crois que c'était une erreur de Ferreira qui nous avait coûté cher et le but du 1-0 donc pour le Red Ah non, Star. attends, non, là, tu confonds avec Annecy. Ah non, tu confonds avec 3. Ah non, pardon. Non, mais j'ai Ah oui, d'accord, tellement ok. d'erreurs Ferreira que... J'ai mis longtemps à capter, mais j'ai capté. C'est vrai que je prenais pas trop de risques en disant ça, malheureusement. Quentin, qu'est-ce qu'en pense le chat, soit de ce match qui arrive, soit du potentiel titre de champion de Ligue 2 voilà, dis-moi ce qui se dit dans le chat. Sur la fin de saison et le potentiel top 5, beaucoup voient la SSE et Reims finir dans les deux premiers. Euh, que je retrouve Patrice sur Twitch qui dit que 3 en ce moment c'est dur et que ça finit mal. Il y en a plein qui aussi se posent la question du Red Star que ni Paul ni Timothée n'a cité forcément dans les 5 premiers. Attention. Moi j'ai dit que Annecy prendrait la place du Mans. Mais en disant ça, je considère que le Red Star restera dans les 5 premiers. En fait, moi, dans ma tête, le classement change pas trop jusqu'à la 4e place. C'est-à-dire que j'imagine bien 3 Saint-Etienne, soit 1, soit 2, soit 2, soit 1. Ensuite, Reims, Red Star. Et après, moi, je voyais Annecy prendre la place du Mans. Voilà, c'est pour préciser mon propos. Parfait. Et beaucoup parlent d'Annecy, surtout avec la série actuelle, 7 matchs sans défaite, je crois. Laurent sur YouTube, qui pour lui, c'est la seule équipe d'ailleurs qui lui fait peur en ce moment. Et après, pour revenir rapidement sur ce week-end, beaucoup parlent d'une victoire élimine quasi le Red Star des 2 premières places, donc victoire importante pour le chat. D'accord, très bien. Timothée, tu voulais rebondir sur quelque chose ou Pierre? J'ai vu quelqu'un prendre la parole, donc... Non, c'est juste, Annecy, c'est typiquement le type d'équipe qui est dans une bonne période, très bonne période. Mais voilà, est-ce que ça va durer jusqu'au 9 mai? J'ai des doutes aussi. Ouais. Le championnat qui est encore long malgré tout, c'est vrai, il reste plus de 2 mois de compétition. Donc on va bien voir ce qui va se passer d'ici la fin de la saison. Ça va dépendre aussi potentiellement des absences dans certaines équipes, y compris bien évidemment l'AS Saint-Etienne. On arrive à la fin de cette émission, donc je vais vous demander quelles sont vos compositions. Est-ce que vous voyez des changements? Montagny nous a pas habitués à beaucoup de changements depuis qu'il est là, en tout cas sur les 3 derniers matchs. Là, on a eu un changement face à Pau avec le retour notamment de Florian Tardieu et Miladinovic qui a été mis sur le banc. Timothée, tu t'attends à une composition similaire ou un nouveau 11 concocté par le coach des Verts? Non, composition similaire. Tout à l'heure, on en a parlé, l'attente du retour de Jabert. J'ai bien hâte de voir Jabert Kanté. J'ai hâte de les voir sur la durée, en fait, ensemble. Parce que c'est une doublette qui peut vraiment stabiliser le milieu de terrain, à limiter le nombre d'attaques qu'on puisse subir, parce que c'est quand même deux beaux destructeurs d'actions adverses. Voilà, donc ça c'est pas tellement pour le prochain match, c'est plutôt pour la suite, les semaines à venir, voilà. Sinon non. Encore une fois, je réclame du pragmatisme, et dans le pragmatisme, il y a aussi le bon sens populaire, et le bon sens populaire, c'est qu'on ne trouve pas une équipe qui gagne. Exactement. Cette équipe gagne pour l'instant, donc peut-être pas trop de changements. Et toi, de ton côté, Pierre, tu t'attends à certains retours, une nouvelle titularisation de Tardieu notamment, ou peut-être Miladinovic qui revient? À une exception près, en attendant le retour de Jabber,
Je choisirais quand même Mouefek pour son impact, son jeu voilà, qui peut aller quelquefois vers l'avant. Milieu de terrain, Kanté, Mouefek, Bouaké, pour moi, en attendant Jabber. Ok, parfait. Alors, n'hésitez pas à donner votre composition en commentaire. Et Karl va être content parce que je vais être dans les temps, c'est très rare. Je vais attendre vos pronostics pour cette rencontre. Donc, buteur, s'il y en a, plus score de la partie. Si tu veux commencer, Timothée, je te laisse l'honneur. Alors, je vais dire 2-1 pour Saint-Étienne. Et comme buteur, je vais mettre un but de Stassin et je sais pas pour le deuxième. Je sais pas. Allez, Boakier, tiens. Ok, Stassin Boaké. Et là, malheureusement, tu me parles de buteur. J'ai vu un autre but, c'est celui de 3 qui vient de marquer son second but contre Amiens. Et c'est l'inévitable Ben Tayeb qui a marqué le second but. Donc, à l'heure de jeu, 2-0 pour 3. C'est surtout l'inévitable Bernardoni qui va chercher le ballon devant ses filets. Ah, j'ai même pas vu le but, j'ai juste vu la célébration. Je pensais pareil, mais je voulais pas le dire. Ah, c'est terrible. Je comprends pas qu'il y ait encore des mecs pour lui filer du boulot à ce mec. Bon, le Bernardoni qu'on va retrouver normalement dans le chaudron le 9 mai prochain, à l'occasion du dernier match de la saison. Pierre, qu'est-ce que tu en penses, toi, du Je voulais dire 2-1, mais je vais changer un peu du coup pour pas faire pareil. Je vais dire 3-1. Pas original, hein. Stassin, Davitashvili, Boaké. Stassin, Davitashvili, Bouaké, ok. Et Quentin, de ton côté? Moi, je voulais dire 3-1, donc je vais mettre 3-0. Je vais dire qu'on prend pas de but alors. Clean sheet encore, 3-0 avec un doublé Stassin. Je pense qu'il va vraiment les enchaîner. Il lui manquait juste ça. Et un but de Cardo, vu que match un peu moyen semaine dernière, en général, il fait un match moyen, un match très bon. Donc Stassin x2 et Cardo en buteur. D'accord. Bah, je te laisse nous dire un peu les pronos qu'il y a dans le chat et comme ça je donnerai le mien pour conclure. Sur le chat, ça voit énormément de victoires de Saint-Étienne. Hein. Soit ça prend un but côté Saint-Étienne, soit ça en prend pas. Comme par exemple Nathalie sur YouTube qui dit 2 ou 3-1 pour Saint-Étienne. Gaël sur YouTube voit une victoire 2-0 avec un but de Stassin et de Zurico. Laurent sur YouTube voit aussi 2-0, toujours Stassin buteur, mais avec Mouefek cette fois-ci. Et sur Twitch, Céline, victoire 2-1 avec un but de Stassin. Pascal, victoire 3-1, Stassin, Zurico, Cardona, donc les 3 attaquants qui marquent. Et Dédé 2-0, une victoire 2-0 avec Stassin et Zurico buteur. Globalement, tout le monde revoit Stassin vraiment marquer des buts. Ça y est, la machine est lancée. Jusqu'à la fin de saison. Voilà, c'est ça. C'est comme le ketchup, hein. Cristiano l'avait dit. Exactement. Pour conclure, il faut que je donne mon pronostic également. 2-0 pour Saint-Étienne avec Stassin qui marque et puis également Cardona donc dans le chaudron. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, un chaudron qui devrait normalement être à guichet fermé et ça fait plaisir. Et je rappelle que depuis le début de la saison, il y a plus de 30 000 supporters en moyenne. Donc c'est vraiment incroyable. Merci à vous trois pour cette émission. Merci à l'ensemble du chat également pour tous vos commentaires et de nous avoir suivis. Ceux qui nous suivent également en replay sur YouTube, sur les différentes plateformes d'écoute de streaming. Merci à vous tous. Et puis on se retrouvera cette semaine pour d'autres vidéos comme l'avant-match, le traditionnel avant-match qui sortira, je peux pas vous dire jeudi ou vendredi, la chronique de Joss. Et puis ensuite le Saint-Étienne Night Club pour revenir sur le prochain match des Verts contre le Red Star. Merci à vous tous, passez une excellente soirée, une excellente semaine et puis bien sûr allez les Verts. Salut à tous. Merci beaucoup, ciao et rendez-vous dans 1 heure dans l'équipe du soir. Voilà, belle pub, bien joué. Salut.